Vous le connaissez lui? Non? Tant mieux. C'est lauréat du prix Nobel de physiologie médecine de 2001 et il a déclaré, je cite, « Il y a 3 problèmes avec le fait d'avoir des femmes dans un laboratoire. Premièrement, elles tombent amoureuses de vous, vous tombez amoureux d'elles, et surtout, quand vous les critiquez, elles pleurent. » Bon, c'est pas nouveau. Le monde de la recherche a été très sexiste dans le passé et l'est encore un petit peu aujourd'hui. Mais le plus ironique, c'est que certaines personnes défendent le fait que les femmes soient inférieures intellectuellement à l'homme parce qu'elles n'ont quasiment pas participé à l'essor scientifique au cours de l'histoire. Vous avez saisi, on reproche à la victime d'être la victime. Et en plus, c'est faux. Désolé, les femmes ont participé à l'essor scientifique au cours de l'histoire. Et je vous renvoie à la dernière vidéo de macroscopie pour que vous en rendiez compte par vous-même. Après, je suis d'accord pour dire qu'il y a eu moins de grandes femmes scientifiques parce qu'il y a eu moins de femmes scientifiques tout court. Mais pourquoi on ne connaît pas même ce petit nombre de femmes qui ont participé à l'essor scientifique et technique? Et c'est ça la vraie question. Ok, il y a eu moins de femmes scientifiques que d'hommes scientifiques, mais pourquoi on n'en parle quand même jamais? Et c'est pas parce qu'on fait pas tous des études en sciences. Moi par exemple, j'ai eu beaucoup de cours sur la génétique et j'ai jamais entendu parler de Rosalind Franklin, alors qu'elle a été un pilier dans la découverte de la structure de l'ADN. Vous avez pas 2 secondes pour qu'on en discute? En 1962, Watson, Crick et Wilkins obtiennent tous les 3 le prix Nobel de physiologie médecine pour leur découverte sur la structure moléculaire de l'ADN. C'est grâce à eux qu'on a ça, la structure en double hélice de l'ADN que tout le monde connaît aujourd'hui. Même s'ils ne sont pas aussi connus qu'Einstein ou que Darwin, leur nom ne sera jamais oublié, tant ils restent des piliers dans l'histoire des sciences grâce à leur découverte. Mais c'est pas d'eux dont on va parler, non, eux on les connaît déjà, ils ont déjà eu leur prix Nobel. Nous on va parler d'une 4e personne, une femme pour changer. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures, mais c'est pas du tout ça le texte. Rosalind Franklin, qui savait aussi compter 2 par 2, est née en 1920 en Angleterre. Dans une famille assez aisée, ce qui aura son importance plus tard, parce que déjà les études coûtaient cher, et en plus les femmes n'étaient pas du tout encouragées à poursuivre leurs études, donc faut les moyens quoi. Elle va intégrer la St. Paul Girls' School, qui est l'une des rares écoles à enseigner la science aux femmes. Elle va très vite s'intéresser aux études scientifiques et elle n'en décrochera plus jamais malgré la pression sociétale qui voulait qu'une femme n'ait pas vraiment sa place en sciences. Mais Rosalind elle s'en fout, hein, c'est pas trop le genre de personne à qui on dit ce qu'elle a à faire. Et cette mentalité lui permet d'obtenir son doctorat en 1945 à la fin de la guerre. C'est un doctorat de physique-chimie, ça aura son importance plus tard, mais là pour l'instant il faut bien comprendre que c'est une physicienne, une chimiste, mais pas une biologiste. L'étape suivante de sa carrière l'amène en France où elle va obtenir un poste au laboratoire central des services chimiques de l'État. Elle y apprend notamment la technique aux diffractions de rayons X. Alors la diffractométrie aux rayons X, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que déjà je les connais pas, et surtout parce que c'est pas vraiment le truc le plus important de la vidéo. Mais grosso modo, on prend une molécule de structure cristalline, c'est-à-dire avec un motif qui se répète comme la neige ou l'ADN par exemple, et on y envoie des rayons X. Enfin on la bombarde en rayons X et les rayons X vont passer au travers de cette molécule. Et en regardant les paramètres des rayons qui auront traversé la molécule, leur intensité, leurs angles, etc., on va en déduire les caractéristiques de la structure qu'on étudiait. C'est ça, hein, c'est que de la déduction, on n'observe pas directement la structure de la molécule qu'on étudie. Et Rosalind Franklin va très vite devenir une spécialiste de cette technique. Et ça tombe bien. Le gros défi majeur de l'époque, aussi bien pour les biologistes moléculaires que pour les chimistes que pour les physiciens, c'était déterminer la structure de l'ADN. Pas ses constituants, ça on le savait déjà, ATGC, tout ça c'était connu. Nous ce qu'on voulait c'était savoir la structure de l'ADN, c'était comment elle était dans l'espace. Avec la certitude quasi assurée d'obtenir un prix Nobel pour celui ou celle qui déterminait la structure de l'ADN. Donc il y a vraiment une course entre les scientifiques pour déterminer la structure de l'ADN. Et Rosalind Franklin a toutes les clés en main. Mais le problème avec la diffractométrie en rayon X, c'est qu'il faut des structures, des moyens, des machines, etc. Enfin, ça se fait pas en 5 minutes entre 2 dramas sur YouTube. Donc elle va se faire offrir une bourse pour aller travailler au King's College sur cette technique. Son but c'était d'améliorer et d'étudier cette technique au sein de l'équipe de Monsieur Wilkins, qui fait partie du trio dont on a parlé au début, pour ceux qui dormaient. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser ses connaissances sur la diffractométrie au rayon X pour l'utiliser sur l'ADN. Et elle va réussir à obtenir ça, 2 clichés de fibres d'ADN obtenus par cristallographie au rayon X. Là ça paraît rien comme ça, parce que je vous ai présenté la technique un petit peu rapidement, mais il y avait des gros défis techniques à l'époque pour réussir à obtenir ces clichés. Enfin, ce que je veux dire, c'est que des gens qui essaient d'obtenir des clichés d'ADN via diffractométrie au rayon X, il y en avait beaucoup, mais elle fut la première avec son équipe à les obtenir. Elle va s'empresser de répandre la nouvelle et elle va publier un article dans Nature qui porte sur ses travaux. L'article sera signé par Wilkins parce que c'était lui le directeur du laboratoire, mais on peut bien voir les 2 clichés. Alors au passage, Nature, c'était et c'est vraiment le meilleur magazine pour un scientifique pour publier ses travaux. Un chercheur qui arrive à publier dans Nature, bon, il peut mourir tranquille. Dans cet article, l'équipe de Rosalind Franklin arrive à démontrer que l'ADN a une structure en double hélice grâce au cliché de diffractométrie au rayon X. Et ils arrivent même à déterminer la distance entre les motifs. Wilkins va ensuite montrer ses travaux à Watson et Crick, 2 chercheurs qui étudiaient déjà la structure de l'ADN, et apparemment sans demander son avis à Rosalind. Et ils vont se servir de ça pour également publier un article dans Nature qui parle de la structure de l'ADN. On y voit les clichés réalisés par Rosalind Franklin ainsi qu'un remerciement à son égard. Alors oui, quand on écrit un article en science, on est obligé de citer l'auteur des travaux qu'on utilise.
On n'est pas sur YouTube là. Et c'est dans cet article que le monde voit pour la première fois la structure en double hélice de l'ADN. La suite de l'histoire on la connaît, Watson, Crick et Wilkins obtiennent tous les trois le prix Nobel, mais pas Rosalind Franklin parce qu'elle est morte 4 ans plus tôt. Au passage, le prix Nobel ne s'obtient jamais à titre posthume. Watson et Crick savaient très bien l'importance capitale des travaux réalisés par Rosalind Franklin, mais pendant le discours, seul Wilkins en parle. Watson et Crick vont totalement passer sous silence la contribution de Rosalind Franklin. En plus de ça, quelques années plus tard, Watson va sortir un livre qui s'intitule La double hélice, dans laquelle il va raconter le cheminement scientifique de la découverte de la structure de l'ADN. Et dans ce livre, il minimise totalement la contribution apportée par Rosalind Franklin. Mais à cause de la notoriété de Watson dans ce milieu, personne ne se posera de questions et tout le monde oubliera Rosalind Franklin. Alors qu'il a utilisé ces clichés et que c'est en partie grâce à ça qu'il a eu son prix Nobel. D'ailleurs, en parlant de clichés, il en collectionnait pas mal, notamment racisme, sexisme et homophobie et tout ce qui s'ensuit. Et là, on a deux moyens de voir l'histoire. Soit on considère que Rosalind Franklin a été oubliée parce qu'elle n'a pas eu de prix Nobel et qu'elle n'a pas eu de prix Nobel parce qu'elle était morte, soit on considère qu'elle a été évincée de la découverte de la structure de l'ADN parce qu'à l'époque on n'aimait pas trop les femmes qui réfléchissent trop. Sans oublier qu'elle représentait ce que beaucoup de gens n'aimaient pas à l'époque. Une femme riche, intelligente, de haute naissance et juive. Bon, c'était quoi le but de cet épisode? Bah c'était de montrer que des génies de sexe féminin, il y en a eu. Plein. Mais qu'on n'en parle pas, ça a été reproché par exemple à Y Penser, on disait de lui qu'il ne parlait jamais de grandes femmes scientifiques. Mais est-ce que c'est vraiment de sa faute? Est-ce que c'est Bruce qui est sexiste ou est-ce que c'est l'histoire des sciences qui a progressivement évincé la place des femmes dans les découvertes scientifiques? À tel point qu'aujourd'hui, que si on veut parler de scientifiques, bah on se retrouve un peu obligé à ne parler que d'hommes. Moi si j'étais vous, je prendrai le temps d'y penser. Merci à tous d'avoir regardé ce 7ème épisode de Biologique. Je voulais au passage remercier les 1000 premières personnes qui sont abonnées à ma chaîne, c'est le premier palier qu'on franchit, c'est cool. Désolé de parler un peu vite, il me reste plus beaucoup de batterie sur ma caméra, donc je vous conseille de vous abonner, liker, partager, et moi je vous dis à une prochaine.